Il y a quelque chose que tu trouves toute ta vie, dans des boîtes à chaussures, dans des flacons de vitamines, dans l'emballage de tes nouveaux écouteurs, dans le tiroir de ton dernier appareil électronique. Un petit sachet, à peine plus grand qu'un sucre, avec de minuscules billes blanches à l'intérieur. Et dessus, en grosses lettres, « Ne pas avaler ». Tu l'as jeté des centaines de fois, probablement sans y penser une seule seconde. Mais ce petit sachet que tu as mis à la poubelle aujourd'hui a une histoire qui va des laboratoires universitaires jusqu'aux tranchées de la Première Guerre mondiale. Le même objet que tu traites comme un déchet d'emballage inutile a un jour maintenu des équipements militaires en vie dans des conditions extrêmes. De la pénicilline dans le Pacifique Sud, des postes radio sur le front occidental, des masques à gaz dans les tranchées d'Europe. Aujourd'hui, je t'explique exactement ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi tu devrais désormais y réfléchir à 2 fois avant de le jeter. Mais avant d'arriver à l'histoire, il y a quelque chose que presque personne ne sait sur ce matériau. Et ça se cache directement dans son nom. Le gel de silice n'est pas un gel, c'est la première surprise. Et elle se cache exactement là où tu t'y attends le moins, dans le nom lui-même. Quand tu entends le mot gel, ton cerveau imagine aussitôt quelque chose. Quelque chose de doux, d'humide, presque liquide. Tu penses au gel coiffant, au gel cicatrisant, à quelque chose qui coule entre les doigts. Ton cerveau a une image très claire. Et cette image est complètement fausse. Le gel de silice est un solide. Il est fait de dioxyde de silicium, le même composé chimique de base que le sable. Et le quartz, oui, exactement le même matériau que tu sens sous tes pieds sur la plage. Ce n'est pas une coïncidence, c'est littéralement de la roche transformée, compressée, traitée, restructurée jusqu'à devenir quelque chose que la nature seule n'aurait jamais produit. Mais ce qui rend le gel de silice si fascinant, ce n'est pas d'où il vient, c'est ce qu'on lui fait ensuite. Au lieu de rester dense et granuleux comme du sable, ce matériau est transformé en minuscules billes avec une structure interne extraordinairement poreuse. Jedes einzelne Kügelchen hat Millionen mikroskopisch kleiner Poren in seinem Inneren. Des pores si petits que tu ne peux jamais les voir, mais qui créent ensemble une immense surface interne dans un volume très réduit. Imagine une éponge de cuisine, mais au lieu de grands trous que tu peux voir, elle possède un réseau de tunnels invisibles à l'intérieur. Ces tunnels sont si fins qu'ils opèrent au niveau moléculaire. Ce que tu tiens dans ta main quand tu tiens ce petit sachet, c'est une architecture que tu ne pourras jamais observer à l'œil nu, mais qui travaille en permanence. C'est cette architecture interne qui la rend utile. Et pour comprendre pourquoi, il y a une distinction qui change complètement la façon dont tu vois ce matériau. La plupart des gens croient que le gel de silice fonctionne comme une éponge qui absorbe l'humidité, qui l'aspire vers l'intérieur et la stocke quelque part à l'état liquide. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qu'il fait s'appelle adsorption, pas absorption. La différence semble petite, mais elle change tout. L'absorption, c'est ce que fait une éponge. Le liquide pénètre dans le matériau et l'imprègne de l'intérieur. Tu presses l'éponge et l'eau ressort. Le matériau est mouillé. L'adsorption, c'est différent. Les molécules d'eau ne pénètrent pas dans le matériau. Elles s'accrochent à sa surface, comme de la poussière qui se colle à une vitre. Pas à l'intérieur, sur la surface. Et c'est là que ça devient intéressant. Chaque bille de gel de silice possède une surface interne tellement énorme qu'une seule petite bille peut avoir plus de surface interne qu'un terrain de football. Toute cette surface est disponible pour capturer les molécules d'eau dans l'air. Feuchte Luft dringt in das Päckchen ein. Les molécules d'eau trouvent ce gigantesque réseau interne et y restent accrochées, sans pièces mobiles, sans réaction visible, sans aucun mécanisme que tu pourrais observer. Et c'est pourquoi il se passe quelque chose qui semble contradictoire. Le sachet peut être complètement plein d'humidité et se sentir encore sec au toucher. L'eau est piégée dans ce réseau invisible à l'intérieur, et de l'extérieur, il n'y a pas le moindre signe que le sachet est déjà en train de travailler. Il fait son travail dans un silence absolu. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est d'où vient ce matériau. Et son origine n'a absolument rien à voir avec des boîtes à chaussures. Le gel de silice n'a pas été développé dans une usine d'emballage. Il est né au début du XXe siècle dans un laboratoire universitaire. Le chimiste Walter A. Patrick l'a développé vers 1919 à l'université Johns Hopkins. Mais l'utilisation qui l'a rendu célèbre n'était pas commerciale. Elle était militaire. Pendant la Première Guerre mondiale, le contrôle de l'humidité n'était pas un détail mineur. Les soldats vivaient dans des tranchées creusées dans la boue, exposés à une humidité constante et à des variations de température brutales.
Les masques à gaz utilisés dans ces conditions avaient besoin de matériaux capables de maintenir certains composants stables pendant des heures, parfois des jours. Un masque défaillant dans une attaque au gaz n'était pas un inconfort, c'était une mort certaine. Le gel de silice était l'un des matériaux qui a rempli ce rôle. Mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que son utilisation a massivement augmenté. Il a été utilisé pour protéger les munitions, pour protéger les équipements électroniques, pour préserver les fournitures médicales de la dégradation causée par l'humidité dans les zones tropicales et côtières. Imagine la logistique, des zones de guerre dans le Pacifique Sud, où la chaleur et l'humidité attaquent quotidiennement tout ce qui est fait de métal ou de matières organiques. De la pénicilline qui ne survivrait pas aux variations de température sans protection. Des postes radio dont les contacts corroderaient sous l'effet de l'air salin et de la condensation en quelques jours. Des instruments de navigation dont la précision était vitale pour des milliers de soldats. Le gel de silice était la solution silencieuse. Et voici le détail qui change vraiment la perspective. Les mêmes sachets que tu trouves aujourd'hui dans une boîte à chaussures ou un flacon de vitamines protégeaient dans leur version originale de la pénicilline dans le Pacifique Sud. Et des postes radio sur le front européen. Le contraste est difficile à ignorer. Un matériau conçu pour survivre à une guerre est devenu le gardien silencieux de tes pilules de vitamines et de tes nouvelles baskets. Quand les guerres ont pris fin, l'industrie s'est posé une question simple. Où est-ce que l'humidité détruit encore? La réponse était inconfortable, presque partout. Dans les chaussures et les vêtements, l'humidité invite les moisissures et les mauvaises odeurs. Dans l'électronique, elle peut corroder les contacts et provoquer des courts-circuits silencieux. Les médicaments sont un autre cas. Un comprimé humide peut perdre son efficacité avant que quelqu'un ne le remarque. Dans les appareils photo et les objectifs, elle crée de la condensation qui embue et endommage. Dans les boîtes de rangement, elle peut déformer le papier et ruiner des choses conservées depuis des années. Dans les instruments de musique, elle fait gonfler le bois et désaccorde ce que des années d'apprentissage ont construit. Dans les collections, les livres rares, les archives familiales, elle efface silencieusement ce que personne ne pourra jamais récupérer. Il ne s'agit pas du fait que le gel de silice protège un seul type d'objet. Il s'agit du fait que l'humidité attaque de différentes manières dans des mondes différents. Et le même sachet sert de protection dans tous ces mondes. Avec tout ça en tête, il reste une question que presque tout le monde s'est posée au moins une fois. L'étiquette ne pas avaler génère plus de peur que nécessaire. Le gel de silice dans sa forme de base n'est pas un poison conventionnel. Si quelqu'un l'ingère accidentellement, dans la plupart des cas, il traverse le corps sans causer de dommages graves. L'avertissement existe pour deux raisons concrètes. Les billes sont petites et représentent un risque d'étouffement, surtout pour les enfants et les animaux. Et certains types contiennent du chlorure de cobalt, un indicateur coloré qui peut effectivement être toxique. Ce n'est pas l'avertissement d'un poison, c'est l'avertissement d'un objet qui n'a pas sa place dans la bouche. Et voici la partie qui devrait te faire remettre en question tes propres habitudes. Ces sachets que tu as jetés toute ta vie peuvent être régénérés, avec une chaleur douce entre 100 et 120 degrés au four. La durée idéale est d'environ 1 à 2 heures selon la quantité. La chaleur libère les molécules d'eau accrochées à la surface interne et les billes se retrouvent à nouveau vides, prêtes à recommencer le même travail. Das bedeutet, dass sie nicht im Müll landen müssen. Tu peux les mettre dans des boîtes à outils, dans des sacs de sport, dans des boîtes où tu ranges des documents, dans des étuis photos, dans les armoires où tu stockes de l'électronique que tu n'utilises pas souvent, dans les placards humides, dans tout espace fermé où l'humidité s'accumule sans que tu t'en aperçoives. Il y a même des gens qui les utilisent pour aider à sécher un téléphone mouillé après l'avoir immédiatement éteint. Avant de jeter le prochain sachet, prends 5 secondes et pose-toi une seule question. Est-ce qu'il y a quelque chose que je conserve dont le vrai ennemi est l'humidité? Cette pause peut transformer un déchet d'emballage en outil pratique. Un petit sachet, inaperçu, presque invisible, qui fait silencieusement le même travail depuis plus d'1 siècle. D'abord dans les tranchées, ensuite dans les laboratoires, ensuite sur les fronts d'une guerre mondiale, aujourd'hui dans ta boîte à chaussures. Les objets que tu ignores chaque jour ont souvent les histoires les plus intéressantes. Ce sachet n'est que le début. Si tu veux savoir ce qui se cache encore derrière les choses que tu utilises chaque jour sans jamais te poser de questions, abonne-toi. La prochaine vidéo va exactement te le prouver.